Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors nous sommes vraiment heureuses de vous présenter cette surprise des conférences Gaïa. Alors toutes les deux issues du monde de l'écologie, c'était vraiment avec beaucoup d'émotion que nous vous avons présenté cet automne un cycle autour du thème biodiversité et climat. Moi, je m'appelle Charlotte Francesia et je suis chercheuse en écologie. J'ai un doctorat aussi en écologie. Aujourd'hui, je travaille à l'Office français de la biodiversité. Et moi, je suis Laetitia Blanc, enseignante de SVT et détentrice d'un doctorat en écologie. Donc aujourd'hui, le format va un petit peu changer de ce que vous avez pu voir dans les conférences Gaïa, parce qu'en effet, on va avoir une interview de 3 femmes exceptionnelles, les 3 conférencières que vous avez pu voir en conférence, en webconférence cet automne. Alors, ces conférences avaient la particularité de n'être tenues que par des femmes. Alors, pourquoi uniquement par des femmes ? Eh bien, parce qu'à l'heure actuelle, les femmes sont encore bien trop sous-représentées dans les domaines scientifiques et en ingénierie, et clairement, la recherche scientifique ne fait pas exception. On souhaitait du coup par ces conférences permettre de changer un petit peu les choses pour les générations futures et proposer des profils de femmes scientifiques qui pourront inspirer les jeunes filles et qui pourront aussi un petit peu changer la perception du grand public concernant ce qu'est un scientifique, car faire de la science se conjugue aussi au féminin. Alors, cet automne, le cycle de conférences a été soutenu par Génération Climat et a porté sur la thématique de la biodiversité et du climat. On a donc fait intervenir 3 scientifiques, 3 femmes d'exception qui sont Marion Valex, qui nous a parlé cet automne des relations interspécifiques entre les grands mammifères d'Afrique. Anne Charmentier, qui nous a parlé de changement climatique et de son influence sur les oiseaux. Et enfin, Sarah Cubain, qui nous a parlé de son expédition en Arctique et de l'étude sur les ours polaires. Bonjour mesdames et merci du coup de vous être jointes à notre aventure. Alors pour nous aider un petit peu à vous découvrir ou à vous redécouvrir, si vous avez suivi les conférences Gaïa, est-ce que tu pourrais décrire ton poste en 2-3 mots et qui tu es ? Oui, bien sûr. Donc, je suis Anne Charmentier, je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Moi, c'est Marion Valex, je suis chargée de recherche au CNRS, rattachée au laboratoire de biométrie et biologie évolutive à Lyon. Je suis aussi chercheuse associée à l'université d'Oxford et ma particularité, c'est que ça fait 20 ans que je travaille dans un seul écosystème qui est le parc national de Hwange au Zimbabwe. Et donc mes recherches, moi je travaille sur la compréhension de toutes les interactions interspécifiques dans les communautés de grands mammifères africains et comment l'homme par ses activités influence ces interactions. Alors je m'appelle Sarah Cubain, je suis maître de conférence EPHE, donc enseignante-chercheuse, et je travaille au laboratoire d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Alors pour comprendre un petit peu comment est-ce que tu en es arrivé à ce poste, on va remonter un petit peu dans le temps. Et certains lycéens et lycéennes nous regardent peut-être aujourd'hui et se posent la question de leur orientation. Alors tu vas peut-être pouvoir les aiguiller un petit peu. Au lycée, quelle était ta matière préférée par exemple ? Je crois que j'étais une assez bonne élève et que j'aimais un peu toutes les matières, mais j'aimais particulièrement les langues vivantes et la géographie. Je crois tout ce qui nous ouvrait au monde. Je suis obligée de dire la bio, les SVT. C'est vrai que j'avais adoré la géologie parce que je regardais les paysages avec un œil très différent après mes cours de géologie, car je n'y comprenais rien avant. Mais ouais, j'aimais à peu près toutes les matières, je pense. Au lycée, j'étais, je t'avoue, un petit peu une geek. Enfin, à l'époque, on appelait ça une intello. Et j'étais assez passionnée de maths, de bio et de langue. Et après, j'aimais pas du tout la physique. Genre la mécanique des fluides, je pense que c'est le pire pour moi. Moi, c'était surtout aller en cours pour retrouver mes amis. J'étais bonne élève, mais j'aimais un peu tout, mais j'avais pas de matière vraiment favorite. Voilà. J'ai toujours aimé apprendre, j'ai toujours été curieuse, mais ouais, je pourrais pas dire ma matière préférée. Et du coup, à quel moment tu t'es dirigée vers l'écologie ? Alors j'ai toujours aimé la nature, aussi loin que je me souvienne. Je ramassais tous les animaux blessés que je trouvais dans les rues. J'avais des chats, des furets, des poussins, des lapins, et encore, des cochons d'Inde. J'adorais passer mon temps dans la forêt, faire des cabanes. Enfin voilà, enfant, c'était vraiment ça. J'étais pas du tout prédestinée, je pense, au métier de la recherche. Je savais même pas que ça existait.
J'avais pensé faire de longues études. Là où j'ai grandi, l'avenir pour un peu tout le monde, c'était d'aller travailler dans les usines Peugeot. Donc c'est vraiment un moment dans ma vie où j'ai voulu quitter ma région, plus pour des raisons personnelles. J'ai atterri un peu par hasard à l'université de Montpellier. Il y avait la mer, il y avait le soleil, je connaissais des gens qui allaient là-bas. Et du coup, là-bas, j'ai eu 2 révélations. La première, c'était... du coup, oui, c'est ça, j'avais choisi fac de bio parce que j'avais cet amour de la nature et puis parce que je connaissais des gens qui y allaient. Et du coup, là-bas, oui, première révélation, donc j'étais en Master Pro, donc pas destinée à la recherche. Master Pro biostatistique. Et là, je suis un cours d'une matière optionnelle, dynamique des populations, de Jean-Baptiste Ferdy. Et pour moi, c'était la révélation, comment utiliser les maths pour comprendre la nature. Donc j'ai adoré. Et du coup, j'ai cherché un stage dans ce domaine. Et là, j'ai atterri au laboratoire d'écologie de Montpellier, où j'ai fait un stage sur les mésanges avec Olivier Jiménez, Claire Doutrelan, Philippe Perret. Et là, vraiment, ils m'ont transmis leur passion de la recherche. J'ai adoré ce stage. Et c'est eux, en fait, qui m'ont convaincue, qui m'ont encouragée et qui m'ont même laissé penser que je pourrais un jour faire de la recherche. Et du coup, j'ai changé de voie et voilà. Alors, moi, je fais partie de ces gens un petit peu clichés qui, dès tout petit, ont rêvé devant les documentaires animaliers. Et moi, j'avais la télé, donc j'ai regardé beaucoup le commandant Cousteau. J'aurais rêvé qu'un jour, il m'emmène au bord de la Calypso. Ça n'a pas marché. Mais donc, je pense que dès toute petite, j'ai eu cet attrait pour les animaux en particulier et la grande faune en particulier. Après, très, très tôt, on m'a un peu dissuadée en me disant « Non, mais il faudra que tu trouves un vrai métier. C'est pas des métiers, ça, les grands animaux. » Donc... moi aussi, j'étais un petit peu influencée par mon père en particulier, mais qui, lui, m'avait plutôt aiguillée vers l'École nationale du génie rural des eaux et des forêts pour la gestion des espaces protégés en France, et qui avait l'air d'être un vrai métier. Donc, j'étais un peu partie comme ça. Et j'ai eu la chance de faire une école d'ingénieur agronome très générale, l'INAPG à l'époque, AgroParisTech maintenant. Et c'était la première année où on avait le droit de faire des années de césure. Alors là, pour moi, ça a été la chance de ma vie. J'ai fait une année de césure et j'avais envoyé des lettres de motivation un peu partout. Les baleines à Vancouver, le tigre en Asie, l'Afrique, etc. Les seuls qui m'ont accepté, bon, j'étais corvéable à souhait, je ne demandais pas à être payée à l'époque. Et du coup, c'était pour assister un chercheur en poste au Parc national de Hwange au Zimbabwe pendant 1 an. Il faisait sa thèse, il était tout seul, fallait lui filer un petit coup de main. Et c'est comme ça que je suis allée là-bas. Je suis partie pour mon année de césure et j'ai rencontré des chercheurs. Un univers que moi, alors, je ne connaissais pas du tout avant, donc sur le tard, hein, c'était l'année 2000, voilà. Et qu'il y a des gens qui m'ont dit « Mais pourquoi tu ne veux pas devenir chercheuse ?» J'ai dit « Parce que je ne savais pas que ça existait, j'y avais jamais pensé, j'y avais plutôt pensé sous l'aspect plutôt gestion, conservation, et pas trop par la recherche. » Et je me suis rendu compte que j'adorais ce monde, et c'est comme ça que c'est parti. Donc un peu sur le tard pour le métier de chercheur, mais depuis mes 5 ans pour l'amour des animaux. En fait, ça, c'est une question, j'aurais beaucoup de mal à répondre. Je pense que dans ma famille, mes parents ont toujours été préoccupés, en tout cas d'aussi loin que je me souvienne, par l'environnement. Et donc, c'était présent. On était aussi très randonneurs. En tout cas, mes parents adonnaient randonnée tous les dimanches. Et puis, on a fait des séjours au Canada quand j'étais petite, quand j'avais 4, 7 et 10 ans. Et je pense que c'est ces séjours-là. Et ce sont ces séjours-là, et notamment l'ouverture à la nature dans sa forme la plus gigantesque et sauvage, qui m'ont vraiment, je pense, connectée à la nature de manière profonde et durable. Et du coup, après, comment tu as fait pour choisir le parcours de la recherche? Pourquoi vers la recherche en écologie? Alors encore une fois, mes parents ont eu pas mal d'influence puisqu'ils sont tous les 2 chercheurs. Donc en fait, j'ai été imprégnée dans cette atmosphère et ce milieu académique depuis toute petite. Je pense que ce qui m'attirait, c'était l'idée d'avoir un travail qui était basé sur l'intellect, sur le fait de se poser des questions et d'essayer d'y répondre. Et puis aussi le rythme et le mode de vie, en fait, les voyages, les conférences, le terrain, enfin tout le package de ce que c'est qu'être chercheur en écologie, en tout cas, qui... Je crois que je me suis jamais beaucoup posé des questions. En fait, ma passion pour la nature et le fait que je me posais tout le temps des questions auxquelles j'avais envie de répondre, c'était assez évident que j'avais envie de travailler là-dessus depuis tellement longtemps que je ne saurais même pas dire à quel âge, en fait, vraiment, je me suis dit que je voulais faire de la recherche.
Et est-ce que dans ce parcours, donc on voit que tu as rencontré des gens qui ont influencé un peu tes carrières, est-ce qu'il y a eu des modèles réels ou fictifs qui t'ont inspiré vers la science ou cette carrière de recherche Je vais peut-être décevoir des gens parce que c'est vrai que c'est bien de parler de, comment on dit, role model en anglais, mais en fait, moi, avant d'arriver, quand j'ai été dans le milieu académique, j'ai eu des mentors, mais avant d'arriver dans ce milieu, à part mes parents qui avaient figure de chercheurs, j'ai pas vraiment eu de modèle. En fait, on n'a jamais eu la télé chez moi, donc oui, j'entendais parler de Nicolas Hulot et du commandant Cousteau, et c'est des gens que j'admirais, mais c'était pas vraiment des personnes qui figuraient pour moi comme modèle à suivre. Puis j'ai toujours eu un caractère un peu où je savais ce que je voulais faire, mais c'était pas forcément dépendant de ce que faisaient les autres. Donc je crois que non, j'ai pas vraiment eu de modèle en fait. En tout cas, ça me vient pas de manière naturelle de dire qu'il y a une personne en particulier qui m'a inspirée pour devenir chercheur. Il y a des modèles que j'ai jamais rencontrés, des modèles comme Diane Fossey par exemple, qui fait rêver la petite gamine enfant que j'étais. Et puis il y a eu des modèles plus concrets, je peux donner des noms ici mais qui parleront pas à grand monde à part à moi et aux personnes qui ont travaillé à Hwanghae, des gens que j'ai vus sur le terrain essayer de mener des projets de recherche et de conservation, d'essayer de comprendre ce qui se passait, par exemple pour la population de l'Icaon qui était en train de péricliter dans le parc et qui ont monté des projets pour aller dans les écoles pour que les jeunes générations soient sensibles à cette cause-là et qu'il n'y ait plus de braconnage dans les villages. Donc j'ai vu ces projets qui ont démarré dans les années 2000, qui existent encore aujourd'hui et qui font sûrement qu'on a encore des lycaons aujourd'hui dans le parc national de Hwanghae. Donc je vais parler de Grégory Rasmussen, qui est cette personne qui a eu cette vision à ce moment-là, d'autres personnes comme Andy Loveridge, qui lui s'est plutôt attelé à la destinée des lions dans cet écosystème. Et c'est des gens qui, m'ont inspiré par l'aspect appliqué des recherches qu'il voulait faire. Et après, j'ai la personne qui est devenue mon directeur de thèse, Hervé Fritz, pour sa curiosité bouillonnante, ses connaissances qu'il avait dans tous les sens. Et là, vraiment, le chercheur intellectuel, brillant, et qui ensuite m'a encadré dans mes premiers pas dans le milieu de la recherche. Alors modèle, au début, je ne sais pas si c'est vraiment modèle, mais en tout cas une personne qui m'a énormément inspirée, c'est Jane Goodall, donc une grande primatologue que j'ai bien sûr jamais eu la chance de rencontrer. Mais ensuite, pour moi, c'est vrai que mon modèle, ça a été mon directeur de thèse, Olivier Jiménez, à la fois parce que c'est quelqu'un de brillant, qui est à l'écoute de ses étudiants, qui m'a énormément soutenue et encouragée, et par ses qualités humaines, quoi, et voilà, du coup, c'est vraiment mon mentor, quoi. Et puis ensuite, après, je suis un peu gênée de le dire, parce qu'elle est là, Anne, mais en tout cas, il y avait plusieurs... Enfin, j'ai manqué de modèles féminins, énormément, et dans mon laboratoire, donc en écologie, il y avait des grandes chercheuses, dont Anne, il y avait aussi Claire, avec qui j'ai eu la chance de travailler, et c'est vraiment des chercheuses qui m'ont motivée à me dire, à la fois que c'était possible de par le fait que c'est des grandes chercheuses, mais aussi qu'elles ont réussi à allier ce métier avec une vie de femme et de maman. Et que c'est des personnes en plus vraiment qui ont de grandes qualités humaines. Du coup, ça m'a vraiment motivée et donné confiance en fait. Et ensuite, en général, je trouvais qu'il y avait... de par mon parcours, j'ai pas énormément rencontré de femmes scientifiques. C'était plutôt des hommes, et du coup, c'était pas forcément toujours évident de trouver sa place et de... Voilà. Et pour toi, qu'est-ce qui fait un bon modèle ou un bon mentor? Tu utilises ce terme-là aussi. Tu parles aussi de qualité humaine, c'est la science et la qualité humaine. Qu'est-ce qui fait pour toi que c'est des gens qui t'inspirent? Pour moi, en tout cas, c'était très important d'arriver à connecter avec des personnes qui sont des scientifiques brillants, mais qui en plus vont prendre le temps de discuter avec les étudiants, d'être à l'écoute, peut-être de leur donner un peu confiance. Je trouve que surtout quand on est une jeune fille, en tout cas moi quand j'étais une jeune fille, j'avais vraiment pas beaucoup confiance en moi. Il y avait peu justement de modèles féminins, et du coup c'était très important les gens qui ont pris le temps en fait de t'encourager, de te soutenir, de te donner confiance et de t'encourager dans cette voie en fait. Donc tu disais que tu avais eu très peu de modèles de chercheuses, mais est-ce que quand tu étais plus jeune, à l'époque du lycée où justement tu te posais la question de ton orientation, est-ce que tu avais une idée de ce qu'était le métier de chercheur? Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'avait présenté à l'école à l'époque? Non, mais j'y pensais même pas, j'imaginais même pas, je savais même pas que ça existait en fait. Je connaissais juste Jane Goodall, mais je savais même pas qu'elle était chercheuse, je savais qu'elle était naturaliste en fait, c'était ça. Et j'imaginais peut-être, oui, quelqu'un qui va passer son temps sur le terrain à suivre des chimpanzés et à les observer.
Alors c'est peut-être parce que justement, dans le grand public, on n'a pas de modèle de chercheur et on ne sait pas trop en quoi consiste le métier de chercheur. Du coup, est-ce que tu serais capable de nous définir en 2-3 mots ce qu'est le métier de chercheur, du coup ? Waouh, je vais tenter. Le métier de chercheur consiste à être curieux et passionné et se poser des questions sur le monde. Après, voilà, je vais parler plutôt de la biologie et de l'écologie parce que si on se met à parler de la recherche en astronomie ou en mathématiques, ça peut être assez différent. Mais donc ça consiste à s'intéresser à une hypothèse qui pourrait expliquer le monde, développer des prédictions autour de cette hypothèse et tester ces prédictions de manière à valider ou invalider l'hypothèse qu'on s'est posée au départ. En tout cas, moi, c'est mon approche en tant que chercheur, c'est comme ça que j'aborde les questions de recherche qui m'intéressent. Ok. Et du coup, justement, dans ce métier, qu'est-ce que tu apprécies le plus ? Est-ce que c'est plutôt la phase de questionnement ou c'est plutôt justement le test de tes hypothèses ? Je dirais que c'est le cocktail pour moi, c'est vraiment toute la démarche rigoureuse qui se fait par étapes et qui permet en plus d'allier des méthodes assez différentes parce qu'au début on peut penser de manière assez théorique et puis moi je travaille avec des données sur le terrain dans ce qu'on appelle une approche empirique qui nécessite d'aller récolter les données qu'il faut pour tester l'hypothèse à laquelle on s'est intéressé au départ. Donc ce qui m'intéresse le plus c'est cette démarche un petit peu logique. C'est sûr que je suis pas mal intéressée par l'aspect persévérance et logique dans la démarche et arriver à répondre à une question qu'on s'est posée parfois 3 ou 10 ans avant qu'on ait la réponse. Et est-ce qu'il y a quelque chose dans ce métier qui te plaît un petit peu moins peut-être ? Oui, comme dans tous les métiers, il y a des choses qui nous passionnent moins. Je dirais que ce qui m'intéresse moins, c'est la paperasse, c'est tout ce qui est administratif et la recherche de budget, tout le temps qu'on passe à faire des choses qui ne sont pas vraiment scientifiques, qui prennent beaucoup d'énergie et pour lesquelles on n'a pas forcément été formé à la base aussi. Donc oui, pas mal l'administratif, je dirais. Je pense que je ne ferais pas mieux que ce que Anne a fait tout à l'heure. Et en effet, le métier de chercheur, c'est avoir une curiosité sur cette nature, ce monde qui nous entoure. Alors bien sûr, je parle de la recherche en écologie, qui est celle que je connais. Mais je pense que la démarche scientifique, elle est la même dans tous les domaines. Je pense que Anne et Marion l'ont très bien fait juste avant. Peut-être que j'ajouterais... Pour moi, il y a la partie enseignement qui est très importante parce que je suis enseignante-chercheuse. Donc la recherche, c'est juste une partie de mon métier. Et l'autre partie, c'est de donner des cours, d'être en contact avec des étudiants, de les encadrer. Et ça, c'est une partie de mon métier que j'adore. Voilà. C'est se poser des questions sur des choses qu'on ne comprend pas ou qu'on croit comprendre et essayer de tout mettre en œuvre pour voir si on a compris les choses dans le bon sens. Moi, la plupart du temps, non. J'ai souvent émis des hypothèses, mis plein de protocoles en place et ça qui n'ont pas supporté les hypothèses que j'avais émises. Mais je trouve que c'est ça qui est fascinant aussi, c'est de se rendre compte que les écosystèmes naturels, ils sont tellement compliqués que des fois on les attaque par une espèce, mais pour comprendre une espèce, c'est un foisonnement de relations interspécifiques. Et moi, c'est quelque chose qui me fascine. Quels sont les outils qui sont à ta portée pour transmettre justement ce que tu trouves ? Ça dépend du public visé, bien évidemment. Nous, dans notre milieu, avec nos pairs, avec les autres chercheurs, il y a tout le monde des publications scientifiques et des colloques scientifiques, bien évidemment. Après, justement, pour atteindre le plus grand public, il y a des initiatives comme celles que vous êtes en train de mener, qui sont des initiatives super. Il y a tout ce qui va être la presse. Récemment, j'ai eu une expérience à la radio, des choses comme ça. Et après, je pense aussi qu'il y a aller au contact, que nous, et je parle pour moi, on doit faire cet effort d'essayer d'aller un peu plus au contact des gens, dans les écoles, ailleurs. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment m'impliquer plus dans les années à venir, parce que je ne l'ai pas tellement fait au début. Alors bien, en Afrique, au Zimbabwe, on essaye un maximum de faire un rendu avec les populations locales avec lesquelles on travaille. Et c'est quelque chose, je pense qu'il faut qu'on continue à faire, mais qu'on fasse mieux. Moi, je pense que c'est à nous aussi de ne pas attendre qu'on vienne toujours nous chercher parce qu'on est on a des choses à dire sur une question, mais d'essayer de
de trouver des moyens originaux de communiquer. Récemment, j'ai eu des idées de jeux de société pour essayer de montrer comment les changements climatiques pouvaient affecter les succès de chasse des prédateurs et comment ça peut avoir des conséquences sur les prédations sur le bétail des villageois en Afrique. Donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur. J'aimerais bien le mener à bout. C'est un moyen parmi toute une armada et je pense qu'il faut qu'on creuse et qu'on se bouge un peu, les scientifiques, pour aller vers le grand public. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu apprécies particulièrement dans ton métier ? Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est l'objet qu'on étudie. C'est de se dire que les matins, on se lève. Alors après, des fois, certains jours, c'est pour faire du terrain, certains jours, c'est pour faire des analyses, des fois pour rédiger ce qu'on a trouvé, des fois, c'est pour chercher les sous pour faire que tout ça puisse exister, des fois, c'est pour travailler avec des étudiants. Mais à chaque fois, l'objet de notre étude, moi, je trouve que c'est quelque chose de fascinant. Donc, moi, je considère qu'on a une chance incroyable d'avoir des métiers comme ça. Donc j'aime les objets que j'étudie, les espèces que j'étudie. C'est vrai que de se retrouver des fois sur un 4x4 entouré par 200 éléphants et des hyènes qui poussent leur whooping nocturne, on se dit qu'on a de la chance d'être témoin de ça et d'étudier ça et de chercher comment tout fonctionne dans un but d'essayer de mieux gérer cette nature qu'on a dans les mains et voilà. Après, pour nuancer un petit peu et éviter de transmettre l'idée que le métier de chercheur est forcément tout beau, tout rose, est-ce qu'il y a des points sur lesquels, qui te plaisent un petit peu moins dans ce métier ? Il y a quelques points, c'est sûr, et c'est vrai que nous, on nous imagine, alors d'autant plus quand on travaille sur certains modèles biologiques, comme moi, les grands mammifères africains, on nous imagine toujours en train de capturer des lions pour leur mettre des colliers GPS, de suivre des éléphants en tracking. Et ça, c'est une partie de notre réalité, mais c'est loin d'être la vie de toutes nos journées de chercheurs. Et c'est vrai qu'il y a toute une administration autour de cette recherche-là. Des fois, on se passerait bien, la recherche de financement en particulier, et la recherche de financement pour des projets de long terme. Et moi, je suis convaincue que c'est très important. Et c'est vrai que pour maintenir des projets qui vont durer 20 ans et qui vont nous permettre d'avoir cette compréhension des systèmes, parce qu'on a besoin de plein de petites pièces d'un puzzle immense, c'est quand même la croix et la bannière. Donc du coup, tu as parlé de la partie aussi terrain. Et c'est vrai que dans le métier de chercheur ou chercheuse en écologie, quand on le voit d'ailleurs, on imagine peut-être justement ces scènes de documentaires animaliers où les personnes sont sur le terrain. Donc on aimerait bien savoir le temps passé sur le terrain à côté du temps passé au bureau, comment les deux s'articulent. Oui. Alors je vais parler pour moi parce que ne serait-ce que dans mon laboratoire où on étudie l'écologie évolutive, il y a des gens qui font des recherches très différentes et qui vont passer tout leur temps à la paillasse, au labo ou même à travailler sur des modèles théoriques et pas aller sur le terrain. Moi, je passe à peu près 3 mois de l'année sur le terrain. Et ça ressemble pas mal à un documentaire animalier puisqu'on étudie les mésanges, donc parfois je cours après les mésanges, mais bon, c'est aussi du temps de planification et d'encadrement d'étudiants, donc c'est pas que de la nature, mais c'est quand même du temps en dehors du bureau et en dehors de l'ordinateur qui pour moi est précieux. Et ces 3 mois par rapport à d'autres chercheurs en écologie, c'est beaucoup, c'est la moyenne, c'est à peu près ce qui est passé comme temps sur le terrain ? Ouais, je pense que c'est très hétérogène entre les pays. La plupart des chercheurs qui sont à mon stade de carrière dans les pays étrangers, je collabore beaucoup par exemple avec le Canada, les chercheurs passent souvent pas mal moins de temps sur le terrain que moi. Et ça, c'est pour diverses raisons. D'abord parce que pour moi, le terrain, c'est intégré à ma passion de la recherche et j'aimerais pas avoir à passer toute une année devant mon ordi, ce que j'ai fait cette année, c'était un petit peu frustrant. Et puis c'est aussi parce que peut-être qu'en France on a moins de financement pour pouvoir avoir des gens qui vont sur le terrain à notre place. Enfin, c'est pour des raisons multiples, je pense que dans l'ensemble, les chercheurs ont tendance à passer moins que 3 mois sur le terrain par an, je pense, en moyenne, on va dire. Alors, il y a tout qui existe. Et même moi, à mon échelle, si je regarde le parcours que j'ai effectué, au début, si je dois donner des pourcentages, j'étais 90% de mon temps sur le terrain, 10% pas sur le terrain. Et maintenant, c'est l'inverse. et du coup, ça va dépendre des années, ça va dépendre des financements. Il faut être honnête, ça va dépendre aussi des situations personnelles. Moi, je suis maman de 2 enfants, dont un qui est encore un peu petit. Et c'est vrai qu'il faut arriver à concilier aussi. Je ne peux pas partir 5 mois sur le terrain en laissant mes enfants en France. Donc, il y a des moments de la vie. Il y a aussi les financements. Le terrain, loin, ça coûte des sacrées sommes d'argent. Il y a des années où on ne l'a pas. Donc, il y a des années fastes en terrain, des années
années moins faste. Et puis ça va dépendre aussi des priorités. Il y a le terrain, on aime tous, je pense, si on est dans ces métiers-là, on a la passion et l'amour de la nature et on aime passer du temps sur le terrain. Après, parfois, il ne faut pas courir à la course à la récolte de données, alors que des fois on a déjà plein de choses. Et plein de choses, il faut donner du sens à tout ce qu'on récolte. Donc il y a des années où peut-être qu'il n'y a pas besoin d'aller passer tant de temps sur le terrain, parce qu'on a déjà récolté plein de choses et qu'on a sous-étudié encore. Tu as un métier d'enseignante-chercheuse. Quelle est la part du travail que tu accomplis en tant qu'enseignante et quelle est la part de travail que tu accomplis en tant que chercheuse? Alors je dirais que mon travail se partage à peu près en 80% au bureau. Ça va peut-être pas faire 100%, la somme de tout, mais 80% au bureau, j'ai envie de dire 30% de l'enseignement, mais du coup ça colle pas avec les 80% au bureau. Peut-être 30% de mon temps, c'est de l'enseignement. Et est-ce que le jonglage entre les deux, qui s'apparente quand même à deux métiers quand même bien différents, est-ce que le jonglage est facile pour toi ? Alors moi, je trouve que les deux sont très très connectés. En fait, le fait d'être enseignante m'aide énormément dans mes recherches. D'une part, parce que ça me permet de reprendre les bases, de tout déconstruire, donc tout reconstruire, donc d'organiser mes connaissances. Donc ça m'aide à aussi me structurer dans mon métier de chercheuse. Et puis, je ne sais plus quelle était la question, je suis désolée. Si tu arrives à jongler facilement entre les deux, est-ce que c'est pas... Il y a des jours où ça doit être certainement plus difficile que d'autres ? Je trouve qu'au contraire, ça m'apporte un équilibre qui est très sain. Je vis mieux mon métier aujourd'hui que quand je faisais uniquement de la recherche. Justement, parfois, je suis trop dans mes recherches, j'aurais besoin de prendre du recul, mais j'arrive pas parce que je suis passionnée, parce que j'y pense la nuit, les week-ends. Justement, j'ai mes périodes d'enseignement, donc j'oublie tout ça, je me concentre sur les cours, et en fait, ça m'aide, c'est sain. Ça me permet ça enrichit en fait également mon métier de chercheuse. Du coup, de la recherche, de l'enseignement. Pendant la conférence Gaïa, tu nous as parlé de terrain, donc d'une expédition en Arctique avec les ours polaires. Mais aujourd'hui, avec tout ça, tu as encore le temps de faire du terrain. Oui, c'est vrai que en ce moment, j'ai pas fait de terrain depuis 2 ans et demi, par exemple. Aussi parce que j'ai eu un bébé et du coup, c'était plus difficile. Les bonnes années, moi, j'ai 1 ou 2 mois de terrain par an. Donc c'est pas énorme, mais ce terrain, quel terrain, quoi, j'ai envie de dire, c'est tellement merveilleux qu'en fait, ça me booste et ça me permet de tenir toute l'année, juste grâce à ces 2 mois-là qui sont extrêmement précieux pour moi. On avait une question sur la manière de travailler plutôt en solitaire. Est-ce que c'est le chercheur tout seul dans son labo avec sa question ? Ou comment ça se passe ? Est-ce qu'on travaille en équipe ? Et du coup, une équipe, c'est 2, 3, 100 ? Encore une fois, je vais parler pour moi parce que je pense qu'il n'y a pas un type de chercheur idéal qu'il faut absolument suivre pour avoir le modèle qui marche le mieux. Il y a des gens qui arrivent bien à travailler en solitaire et j'imagine que dans des domaines un peu plus théoriques, ça peut être très productif. Pour moi, non, c'est vraiment le travail en équipe, c'est absolument essentiel à la manière dont je travaille. Avec des collaborations multiples avec des gens qui vont avoir des expertises que moi je n'ai pas. Donc par exemple en ce moment on a initié un nouveau projet sur le microbiote et je ne vais pas devenir experte du microbiote, mais je vais collaborer avec des gens qui peuvent m'aider notamment sur les techniques moléculaires pour avoir une approche la plus multidisciplinaire possible. En tout cas il me semble que le travail en équipe c'est vraiment la meilleure stratégie. Et du coup, en équipe en France et à l'international, dans ton cas aussi ? Oui, moi je travaille presque plus avec des gens à l'international qu'en France. Récemment, on a monté un projet français qui me permet d'augmenter un petit peu mon réseau français. Mais historiquement, oui, j'ai des forts liens avec des personnes au Royaume-Uni et au Canada essentiellement, et puis aussi en Australie, un peu partout en fait. Sur le terrain, il y a du monde, il y a toujours du monde. Il y a des gens qui sont employés de manière permanente, des Zimbabwéens, des gens sur le terrain. Il y a des étudiants en thèse essentiellement, parce que comme c'est un terrain assez lointain, assez cher, on envoie surtout des gens un petit peu sur des durées significatives. Et du coup, c'est essentiellement des étudiants et du personnel en local. Et puis nous, on a la chance parfois d'y aller. C'est un énorme travail collaboratif. C'est sûr que sur des projets où on essaye
d'avoir une compréhension sur pas mal d'espèces, c'est obligé d'être collaboratif. Je peux vous donner un exemple. On a plein de pièces de puzzle. Il y a des gens qui ont fait leur étude sur le régime alimentaire des lions, d'autres sur le régime alimentaire des hyènes, certains au début des années 2000, certains récemment, d'autres qui ont travaillé sur l'impact de la chasse au trophée sur la population de lions. Et maintenant, on met toutes ces pièces de puzzle ensemble et on arrive à comprendre comment les changements de régime de quotas dans les aires de chasse au trophée vont influencer la dynamique de la population de lions, ses tailles de groupe, leur régime alimentaire et par conséquent avoir des répercussions sur les hyènes, etc. Mais tout ça, bien évidemment, c'est pas moi, Marion Valex, qui ai tout fait, j'aimerais bien, mais c'est pas moi. Et donc c'est en effet plein de monde, c'est ce qui fait que c'est un métier super riche en termes de relations humaines. Alors je travaille beaucoup en équipe, c'est-à-dire que je suis connectée avec des chercheurs partout dans le monde, des biologistes, des théoriciens, pas que des chercheurs, des gens qui ont des métiers qui sont complémentaires, qui vont récolter les données sur le terrain, voilà, dans l'enseignement également avec d'autres enseignants. Mais quand même, je trouve que mes journées au quotidien, c'est souvent moi et mon écran d'ordinateur. Donc connecté, oui, mais pas le travail d'équipe comme on pourrait l'imaginer, des réunions tous ensemble où on va débattre des idées, etc. Même si j'ai la chance d'être dans une équipe où il y a une collaboration forte, on discute beaucoup et pas que du boulot, il y a des liens sociaux qui sont forts et c'est hyper enrichissant. Mais je trouve quand même que le chercheur, en tout cas moi, la façon dont je vis mon métier, je passe trop de temps seule avec mes questions à mon goût. Et du coup, est-ce que tu pourrais identifier pour toi les qualités qui sont requises pour devenir chercheur ou chercheuse ? Oui, dans ma tête, oui, il y a des qualités qui sont importantes. Après, pour moi, c'est encore une fois un petit peu une recette qui peut se faire avec différentes qualités. Donc, on n'est pas obligé de maîtriser les mêmes qualités que moi j'ai en tête comme les qualités idéales. Mais il me semble que quand même, il y a des ingrédients importants dans cette recette. En premier lieu, la passion et la curiosité, donc en fait l'envie d'aller plus loin. En deuxième lieu, la persévérance, parce que généralement on n'arrive pas au bout de nos peines rapidement dans la recherche. Il faut voir sur le long terme. Et en troisième lieu, je dirais l'intégrité, parce que c'est peut-être quelque chose dont on parle un peu moins quand on parle de la recherche, mais c'est important aussi de réaliser qu'on va peut-être pas démontrer l'hypothèse favorite, notre hypothèse chouchou, et qu'il faut garder une certaine intégrité par rapport aux résultats qu'on obtient dans la recherche. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité ? Alors pour la partie recherche, je dirais vraiment les premiers mots qui me viennent, c'est curiosité, persévérance, ténacité et créativité aussi. Pour l'enseignement, c'est l'organisation, essayer d'avoir un petit peu de recul sur son travail, essayer d'arriver à se mettre à la place de la personne qui va nous écouter. Alors qu'en tant que chercheur, on peut avoir tendance à avoir la tête dans le guidon, enfin en tout cas moi, alors que pour l'enseignement, il faut vraiment que j'essaye de prendre un petit peu de distance et puis d'essayer d'être clair et organisé et structuré. Donc ça aide à cadrer un peu ce travail de chercheur, de chercheuse que moi je trouve très créatif. Donc on peut partir un peu dans tous les sens quand on fait de la recherche. Il y a plein de bons chercheurs et chacun a ses qualités, mais c'est sûr que c'est des qualités qui ont déjà été soulignées par Anne. Il faut être curieux et persévérant, je pense que ça c'est un peu obligatoire. Il faut parler anglais. De nos jours, c'est assez, on ne peut pas faire sans, mais c'est super de parler anglais, ça ouvre plein de portes. Et quand même, il faut justement pas avoir l'image que le chercheur, c'est juste la personne qui est avec ses jumelles cachée dans un affût à observer la faune sauvage. C'est quand même beaucoup de méthodologie derrière pour analyser les données, donc il ne faut pas avoir peur de ça non plus, quoi. Est-ce que tu as dû surmonter certains obstacles pour arriver à ce poste-là qui t'ont peut-être un petit peu plus coûté dans ta carrière ? Oui, la persévérance, ça veut dire que souvent on va chercher des financements et qu'on ne va pas les obtenir. Enfin, je pourrais donner des exemples que tout le monde vit. Après, moi, je vais donner une réponse un petit peu personnelle, c'est-à-dire que dans mon parcours, j'ai eu un problème de santé qui est arrivé juste après avoir été recrutée au CNRS. Et c'était une période où j'avais l'impression que les planètes étaient alignées parce que je venais d'avoir un petit garçon, je venais d'avoir mon poste.
Mais je trouvais déjà que l'équilibre entre famille et travail était assez difficile à résoudre. Et donc dans cette équation compliquée, c'est rajouté ce problème de santé qui m'a demandé de réajuster encore mes priorités. Donc ça a été, je pense, l'obstacle principal que j'ai eu à franchir pour arriver après à retrouver une dynamique positive et pouvoir continuer ma carrière dans des bonnes conditions. À part la recherche de financement, non. Non, pas vraiment. J'ai eu de la chance, j'ai eu plutôt un parcours qui s'est bien passé de manière générale. Donc non, j'arrive pas à identifier de vrais obstacles. Oui. Déjà, je trouve que le métier ce métier est quand même très compétitif en général, donc ça c'est un des aspects négatifs. Je trouve qu'on est énormément sous pression, surtout dans les étapes au début de notre carrière. C'est très difficile d'espérer avoir un poste un jour, donc on est poussé à publier énormément, à être très productif, à partir faire des post-docs dans des super labos à l'étranger. Donc je trouve que le post-doc, c'est une partie, un moment de la vie où du coup on se retrouve assez isolé de ses proches dans un pays étranger, fortement sous pression, et c'est un moment où on peut être un peu vulnérable. Et donc moi, à ce moment-là, dans ma vie, un peu tout s'est écroulé en fait. J'avais l'impression d'avoir trouvé le job de rêve et j'étais vraiment beaucoup sous pression. Ça se passait pas très bien avec mes collaborateurs, donc voilà, tout s'est écroulé pour moi. En parlant autour de moi, je me suis rendu compte que c'était très fréquent en fait, que surtout les femmes en plus, en postdoc, c'est des périodes qui sont difficiles. Et du coup, moi, cette période-là, donc après j'ai fait une dépression, j'ai quitté la recherche, c'était un peu comme si je m'étais rendu compte que j'avais couru après quelque chose toute ma vie, pas parce que je l'avais vraiment décidé, mais parce qu'il fallait réussir. Et du coup, là, ça m'a permis de m'arrêter, de tout remettre en question, de faire aussi un travail sur moi. Et puis de dépasser cette période et puis de revenir ensuite à la recherche, mais parce que je l'avais vraiment choisi, et d'avoir un lien du coup avec mon métier qui est beaucoup plus sain maintenant. Voilà. Alors peut-être pour resituer pour les personnes qui nous regardent, savoir un petit peu à quel moment on fait un post-doctorat. Donc pour atteindre le métier de chercheur, on fait 5 ans après le bac, 3 ans de doctorat ou de thèse, et ensuite on enchaîne des post-doctorat qui vont de 1 an à 2 ans, selon le type de contrat qu'on arrive à obtenir. Est-ce que du coup, pour resituer un petit peu dans cette frise chronologique, est-ce que tu pourrais nous dire en fait vers quel âge à peu près est-ce que tu as eu ton poste ? Je pense que j'ai fini ma thèse, je devais avoir 26 ans, il me semble. Du coup, après la thèse, je suis partie 3 ans en postdoc à l'étranger. Puis donc ensuite, j'ai fait pratiquement 1 année où j'ai fait d'autres choses. J'ai voyagé dans un van, j'ai fait du fromage de chèvre, enfin, je me suis détendue. Puis ensuite, j'ai repris, vraiment par vrai choix cette fois, 1 année de postdoc. Donc on va dire, et j'ai eu mon poste. Ensuite, j'avais 32 ans, je crois, je ne sais plus exactement. Oui. Je fais le calcul dans ma tête, 34 ans. Ok. Donc du coup, dans le métier de chercheur, il faut effectivement, comme tu disais, de la persévérance, de la curiosité, pas mal de rigueur, puisque apparemment il faut quand même avoir de la méthode. Et donc du coup, énormément de persévérance, parce que c'est un métier auquel on n'accède pas très facilement. C'est sûr que c'est un domaine où il y a assez peu de postes. Donc c'est sûr que il faut une des qualités peut-être que j'ai pas dit, c'est qu'il faut aussi apprendre à des fois encaisser des échecs. Voilà, on postule à des concours, on postule à des financements, on soumet des articles et régulièrement l'issue est pas positive. Et voilà, je pense qu'il y a cette capacité de résilience, le mot est à la mode, où il faut encaisser ces réponses négatives et que si on y croit, essayer de continuer. Donc oui. C'est une belle école de la vie. C'est la vie. Du coup, est-ce que tu pourrais partager avec nous soit une anecdote, soit quelque chose de très beau pour nous faire rêver un petit peu sur ton parcours, ton terrain, quelque chose de rigolo qui s'est passé ou qui toi t'a touché et fait que t'aimes ce métier aussi fort? Oui, c'est sûr que comme je travaille en écologie, qu'on fait du terrain, et c'est souvent des belles aventures humaines, le terrain. Mais peut-être ce dont je pourrais parler là, c'est une expérience qui est liée à une étape un peu ultime dans les recherches, que sont les conférences. Donc l'année dernière, j'ai été invitée à une conférence qui avait lieu en Afrique, au Malawi.
moi je connais très peu l'Afrique. Et ces conférences, ce sont des lieux où on partage de manière scientifique nos résultats avec d'autres personnes. Là, en l'occurrence, c'était une conférence en génomique. Donc, pour moi, j'ai appris beaucoup de choses sur le plan scientifique parce que c'était un domaine dans lequel je ne suis pas encore complètement experte. Mais surtout, ça a été des rencontres humaines extraordinaires. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ce colloque qui a été organisé en Afrique expressément pour que les étudiants africains et les chercheurs africains puissent avoir des contacts avec des gens qui sont experts en génomique, j'aurais pas pu découvrir ce pays vraiment extraordinaire qui est un des pays les plus pauvres d'Afrique. J'ai passé un petit peu de temps après la conférence dans le pays, notamment au bord du lac Malawi, et ça a été pour moi l'occasion d'avoir une découverte humaine très profonde avec un pays que je ne peux pas prétendre connaître du tout, mais avec lequel je me sens maintenant attachée. Donc voilà, c'est ça aussi la recherche en fait, ça permet de voyager et de s'ouvrir au monde. Moi je pourrais en partager plusieurs. On pourrait passer une soirée autour d'un feu de camp et vous raconter plusieurs anecdotes de terrain, mais malheureusement on n'a pas le temps. Il y a une anecdote humaine d'abord qui m'a marquée, c'est... Moi, quand j'ai commencé à travailler sur le terrain, je me suis acheté de manière personnelle un vieux cruiser 4x4 et qui m'a permis de faire mes protocoles de thèse. Mais il y a eu une personne centrale à ce terrain, ça a été le mécano local du parc national de Hwange, Owen Mangwana. Et un jour, c'était très important pour moi, pour la régularité de mes protocoles, que j'aille me mettre assez loin dans un arbre pour tenir 24 heures, observer ce qui se passait à un point d'eau. Et mon 4x4 ne démarrait pas, et il n'avait pas le temps de me le réparer tout de suite. Et ben, j'ai vu ce mécano arriver avec sa petite 4L à lui, personnelle, en me disant « Tiens Marion, prends ma voiture, c'est pour tes protocoles. » Et je suis partie sur les pistes défoncées avec une toute petite 4L. Et ça, c'est des choses qui font chaud au cœur, de se dire qu'ils ont compris l'importance que ça avait pour moi, qu'ils ont peut-être compris l'importance que ça avait tout court, ces choses-là aussi. Donc ça, c'était chouette. Et puis après, pour quand même parler un petit peu de grands animaux, un jour que je revenais d'une nuit passée dans le parc, j'arrive et puis on me dit « Marion, la maison où je logeais avec mon maître de stage de l'époque, Mathieu Bourgarel, a été cambriolée. » Donc et ils m'ont dit « Mais ne t'inquiète pas, les lions ont arrêté les voleurs. » Ah bon ? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que des gens sont venus récupérer du matériel photo et IFI dans la maison et sont repartis, mais dans la nuit, un groupe de lions les a encerclés à 50 mètres de la maison et les voleurs sont montés en haut d'un arbre et du coup, tout a été retrouvé à l'aube grâce aux lions. Donc de là était née une légende comme quoi j'étais protégée par les esprits des lions. On m'avait appelé Shumba Girl. J'ai même du courrier qui a Shumba en Shona, qui est la langue principale du Zimbabwe, enfin de l'ethnie principale au Zimbabwe, ça veut dire lion. Et j'ai eu du courrier qui arrivait avec Shumba Girl, Hwange National Park Zimbabwe, donc j'ai gardé l'enveloppe, c'est assez unique dans ma vie d'avoir reçu un courrier comme ça. Et je me retrouve 20 ans après à essayer, pour la première fois, c'est une première expérience pour moi, de coéditer un livre, un ouvrage sur la biologie et la conservation du lion d'Afrique. Ils ont été mes protecteurs il y a 20 ans et j'espère que par ce livre, on va arriver à passer des messages et de l'urgence de conserver la biodiversité en général, mais j'ai envie de dire, si les hommes, on n'arrive pas à conserver des espèces aussi emblématiques qui parlent à tout le monde que le lion d'Afrique, on est mal barré. Mais je suis une éternelle optimiste et je vois tellement d'initiatives super sur le terrain que je pense qu'on va arriver à inverser la tendance. Je pourrais en partager plein, parce que je trouve que dans ce métier, on a vraiment des moments, moi, c'est parmi les plus beaux moments de ma vie, je les ai vécus à travers mon métier, à part ma fille. Mais une qui me vient, ça pourrait être quand j'étais donc sur le terrain au parc national de Yellowstone à suivre les loups. Donc on se levait à 5h du matin, tous les jours on suivait la même meute. Donc là, ce jour-là, il y avait eu un conflit entre la meute qu'on suivait et une autre meute. Donc les loups avaient fui, on ne savait pas s'ils étaient blessés, s'il y avait eu vraiment des conflits, on les cherchait. Et là, le soir, il devait être 18h, donc c'était presque la nuit qui tombait. On avait marché avec nos sacs de 20 kilos. Moi, je me souviens que j'avais une jambe de wapiti accrochée sur le dos. Il faisait moins 30. Et là, on retrouve le mâle dominant de notre meute avec une femelle jeune de la meute qui hurlait pour retrouver la femelle de la meute. Et donc on les suit, on voit qu'ils étaient sur une colline et là on a eu la chance vraiment d'assister aux retrouvailles en fait avec la femelle dominante de la meute, le mâle et l'autre individu de la meute. Et c'était un moment qui était incroyablement intense parce qu'on était épuisés et c'était hyper beau. Voilà, ça c'est une expérience que j'oublierai jamais. Je pourrais en citer une autre, c'est quand j'étudiais l'ours polaire à Svalbard.
et qu'on survolait les fjords en hélicoptère et que là on voit un ours qui court sur la banquise et je me souviens m'être dit à ce moment-là je pourrais mourir, on pourrait s'écraser, je serais heureuse quand même. Et ensuite on se posait pour recharger l'essence de l'hélico et là on rencontre un couple de trappeurs qui vivaient isolés au fin fond du Svalbard pendant 3 ans à vivre dans cette petite cabane et je me souviens que j'ai dit j'arrête tout, je veux devenir trappeuse moi aussi, comment je fais et je m'étais découverte une passion, enfin voilà, des rencontres avec des gens que j'aurais jamais pu rencontrer dans ma vie autrement quoi. Alors, du coup, quand on a vécu des expériences aussi magnifiques que celles que tu as vécues, tu as réussi à accomplir un peu tes rêves. Est-ce que là, à l'heure actuelle, tu as de nouveaux rêves ? Je rêve d'enlever mon masque et d'aller randonner, de reprendre le terrain. En dehors de ça, si je vois un peu plus loin que 2021, oui, je pense que dans le milieu académique, on a encore des progrès à faire, et pour mes enfants notamment, et pour ma fille en particulier, Laetitia, je rêve d'un milieu académique. Après, ils feront ce qu'ils veulent, ils ne seront pas obligés d'aller dans le milieu académique, mais en tout cas, pour la prochaine génération, je rêve d'un milieu académique qui soit inclusif, qui favorise et qui valorise la diversité. Et aussi, je rêve d'un monde où l'écologie scientifique soit écoutée et soit prise en compte par les décideurs. Ah mais moi, c'est toujours des rêves d'enfant, hein. C'est nager avec un requin-baleine et voir une panthère des neiges. Alors mes rêves, avant c'était beaucoup lié au voyage, à la découverte de nouvelles cultures, de nouveaux endroits. Maintenant que j'ai ma fille, un petit peu moins, mais j'ai toujours ce rêve de pouvoir un jour travailler avec les gorilles de montagne. C'est vraiment mon animal totem. Voilà, donc peut-être un jour, on verra. Et puis peut-être moins égoïstement, qu'il y ait un peu des changements aussi qui se fassent dans le milieu de la recherche et dans la société en général, avec peut-être une représentation en particulier des femmes, mais des minorités en général, qui soit un peu plus équilibrée, que ça apporte une certaine diversité, des regards un peu différents sur les choses. Je pense que pour la recherche, c'est vraiment essentiel parce qu'on n'a pas la même façon d'approcher une question de par notre histoire personnelle et notre background culturel, quoi. Merci à Marion Valex, Anne Charmontier et Sarah Kubines pour avoir accepté de jouer à ce jeu de questions-réponses. Merci aussi à Génération Climat pour son soutien financier, à 5 Tons pour son soutien administratif, à No Smoking Productions pour la captation et la réalisation de cette interview, et enfin à Jean-Jacques et Mo Kunak pour leur accueil aujourd'hui. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la partager autour de vous. Et puis si vous avez loupé les webconférences Gaïa de cette année, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Le lien est dans la description de cette vidéo. Alors nous espérons que vous avez apprécié partager ces moments en notre compagnie. En tout cas, nous avons énormément de plaisir à organiser ces conférences et vous voir de plus en plus nombreux vous connecter à chaque fois nous a vraiment rempli de joie. Alors à l'initiative, nous souhaitions vous sensibiliser sur l'environnement et l'égalité homme-femme. Et on espère qu'à travers ces conférences, on aura au moins réussi à vous fournir de nouvelles modèles de femmes scientifiques et des femmes scientifiques qui agissent pour l'environnement. Et on espère que ça vous motivera peut-être à agir à votre échelle. Et la dernière question que nous avons posée à nos 3 scientifiques aujourd'hui, c'était à propos de leurs rêves. Alors dans un monde où tout s'accélère et aujourd'hui qui est peut-être un petit peu morose, pensez à vous poser 5 minutes, à rêver et aussi vous aussi à agir et à construire pour un monde d'aujourd'hui et de demain toujours plus beau.